Alors, mesdames, messieurs, bienvenue à ce dîner-conférence. Il fait plaisir de vous accueillir. Alors, je vais tout de suite vous présenter notre invité de ce midi. Ceux qui étaient avec nous hier, vous avez vu quelle admiration lui porte la directrice générale de l'association. C'est une vraie fan, on en parlait encore ce matin, c'est une fan finie de M. Beauregard. M. Beauregard qui est bien connu dans le secteur de l'industrie forestière, également dans la récolte, mais il est ingénieur forestier lui-même. Il est doyen de la faculté de foresterie, de géographie, de géomatique de l'Université Laval à Québec. Il va nous parler ce midi du nouveau régime forestier qui s'en vient très, très vite. On en a déjà parlé beaucoup, mais je pense que le discours de M. Beauregard ce midi va nous éclairer encore davantage. Alors, sans plus attendre, je lui laisse la parole. À vous, M. Beauregard. Merci. Merci beaucoup, Éric. Moi, étant donné que je suis un prof, je suis formaté pour parler en bloc de 50 minutes, normalement. Fait que je vais essayer de rentrer dans ça pour qu'on ait du temps pour des questions, si ça vous tente de poser des questions. Le titre de ma présentation est « La mise en place du nouveau régime forestier, une opportunité pour les propriétaires de machinerie forestière ». Je pense qu'il y a une opportunité, mais je vais vous mettre en garde un peu. Moi, je suis un prof. Hein, fait que je suis pas le ministre des Forêts. Je suis pas non plus votre client, vos clients. Je suis pas... Tu sais, il y a un paquet de choses que je suis pas. Moi, je suis un prof. Fait que je donne des cours. Puis, fait que peut-être que vous allez trouver que je suis loin de la réalité, que je suis déconnecté, que je pèle des nuages. Mais ça fait partie du risque d'inviter un prof d'université. Fait que je m'en excuse. Et ce que j'ai pensé faire, je vais présenter un point de vue au début un peu historique. Parce que pour présenter le nouveau régime forestier, j'ai essayé de le situer, à savoir d'où on vient, pourquoi il est apparu comme ça, puis qu'est-ce qu'il y a eu avant, comment ça se fait qu'aujourd'hui on est là, avec ce régime forestier-là. Ensuite, je vais essayer de vous présenter en quoi il consiste. J'imagine que vous le savez autant que moi, mais en tout cas, situer les principales composantes du nouveau régime. Puis ensuite, je vais essayer de faire de la prospection, presque de la science-fiction, pour se projeter dans le futur puis voir comment les choses vont évoluer à partir de l'an prochain. Donc, je vous avertis, je suis dans un temps long. Fait que, tu sais, peut-être ça va pas régler vos problèmes des prochains 6 mois, de votre rentabilité de l'an prochain, mais peut-être ça va vous donner une perspective à plus long terme de comment vous pouvez poser certains gestes qui vont nous aider à nous projeter dans le futur dans une économie plus soutenable, plus rentable, plus compétitive, puis un environnement dans lequel on veut vivre. Donc, j'ai dit que j'allais remonter loin dans le temps. Je vais remonter à 1849. La première loi qui concerne les forêts au Québec, puis c'était même avant que le Canada existe, à l'époque de la législature du Canada uni. Dans ce temps-là, le Parlement du Canada uni était à Québec. Quand on parle de la vieille capitale, c'est parce que Québec, c'était la capitale du Canada, donc c'était la vieille capitale. Et donc, c'était avant que le Canada existe, là, c'était le Haut puis le Bas-Canada. Et donc, en 1949, on a adopté la loi sur l'administration des bois et des forêts de la Couronne. Et donc, c'était la première loi qui concernait les forêts dans leur ensemble au Canada. Et ça définissait le pouvoir de l'État d'accorder des licences de coupe sur le domaine public. Tout le territoire, ou presque, c'est comme aujourd'hui, là, la plus grande partie du territoire était public. Puis avant cette loi-là, les gens coupaient du bois, c'est terre publique, mais il n'y avait pas de cadre juridique. Ils le faisaient, c'était un peu illégal, un peu, mais c'était des choses qui arrivaient sans encadrement. Et là, il y a une loi qui a permis d'accorder des licences de coupe sur le domaine public.
Et donc, ça a été le tout début de ce qu'on a appelé les concessions forestières. Tu sais, aujourd'hui, on dit ils sont allés sur les concessions, mais les concessions forestières, ça date de là. Puis une concession forestière, c'est un droit de couper du bois sur un certain territoire. Donc, le gouvernement octroyait à des individus ou des entreprises le droit de couper du bois. Puis, l'octroi des concessions, donc ce mécanisme-là est apparu en 1849, mais à partir de 1872, le mécanisme d'octroi des concessions a commencé à se faire par appel d'offres. Avant ça, c'était de gré à gré. On donnait des concessions. Quelqu'un voulait couper du bois, contactait le gouvernement, donnait une concession. Mais à partir de 72, il y avait beaucoup de demandes pour avoir des concessions. Fait que là, ils ont commencé à procéder par appel d'offres. Donc, vous voyez que les choses sont structurées tranquillement. En 1910, on a eu une première loi au Québec où on a interdit l'exportation des billes non transformées en provenance des terres publiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant ça, il y avait beaucoup de récoltes en forêt publique du Québec et le bois était flotté soit sur la Saint-Maurice, sur l'Outaouais, et remonté jusqu'à la rivière Richelieu. Puis on remontait le Richelieu avec un touage, puis on descendait le lac Champlain pour aller transformer ça dans l'État de New York. Parce que dans les années 1890, on a construit des grosses pulperies dans l'État de New York. Et donc, dans les années 1890, 1900, début 1900, ben, il y avait des grosses coupes forestières pour approvisionner les pulperies de l'État de New York. Puis là, le gouvernement du Québec, en 1910, a dit « C'est bien beau récolter du bois, mais il faudrait que ça crée un peu de richesse ici. » Donc, on interdit l'exportation des billes en provenance des terres publiques qui seraient non transformées. Ça a été l'origine de notre industrie des pâtes et papiers, parce que c'est là que les compagnies, surtout américaines, ont commencé à construire des usines au Québec pour pouvoir transformer ce bois-là. Donc ça, c'est le cadre légal aussi parce que jusque-là, on pouvait exporter le bois sans transformer. Ça ne créait pas beaucoup de jobs. Ça créait des jobs en forêt, mais pas en transformation. Donc, par une loi, on a obligé la transformation locale et créé tout un secteur industriel, toute une activité économique. Dans cette même loi-là, en 1910, on a créé l'obligation aux exploitants forestiers de fournir des renseignements sur leurs opérations en forêt, c'est-à-dire de donner un rapport où il y avait la localisation de leur coupe forestière et leur plan de récolte, et un rapport sur les volumes récoltés la saison précédente par qualité, essence et provenance. Ça veut dire qu'avant 1910, on ne faisait pas des rapports comme ça. Le monde avait des droits sur des concessions, coupait du bois, puis c'était tout. Mais à partir de 1910, là, il a été obligé de dire combien il avait coupé, à quel endroit, etc. 1910, c'est aussi l'année où ma faculté, mon école où on forme des forestiers, a été créée. Et donc, les gens qu'on formait au début, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils définissaient c'était quoi les rapports pour localiser les coupes, puis planifier la récolte. Ça se faisait comme un plan d'aménagement forestier, etc. En 1922, là, il y a eu l'adoption de la loi sur les inventaires forestiers. Ça veut dire qu'avant 1922, on octroyait des concessions, puis là, on était obligé de faire des rapports sur ce qu'on avait coupé, mais on ne savait pas il y avait combien de bois dans la forêt. Il y avait des grandes forêts, il y avait l'air infini, mais il y avait combien de bois là-dedans, on n'en avait aucune idée. Donc, en 1922, on a créé la loi sur les inventaires qui visait à encadrer l'action de l'industrie en forêt. Et là, on a défini le système d'inventaire forestier et on a exigé que les inventaires soient faits avant que les compagnies aient des permis de coupe. C'est-à-dire que quand tu avais un permis de coupe, avant, il fallait que tu produises un rapport d'inventaire pour dire il y a combien de bois là. Avant ça, on ne savait pas. Puis à partir de là aussi, l'industrie devait produire des plans d'aménagement pour rendre l'exploitation des forêts soutenue. Le concept de rendement soutenu, c'est-à-dire que tu ne peux pas couper plus que la croissance annuelle de toute la forêt, est apparu là en 1922. Avant, ça n'existait pas. On ne savait même pas combien il y avait de bois. On ne pouvait pas savoir si on en coupait trop ou pas assez. On n'avait aucune idée. Donc, à partir du moment qu'il y a eu des inventaires, on a pu calculer ça pousse à quelle vitesse à peu près, il y en a combien, combien qu'on devrait couper pour pouvoir en avoir à perpétuité. Donc, l'idée de rendement soutenu date de 1922 pour nous. Ça existait ailleurs en Allemagne, mais pour nous, c'est apparu là. Puis, en 1925, ils ont créé un nouveau cadre de gestion forestière, le gouvernement, et ils ont créé ce qu'on a appelé les forêts domaniales. Donc, il existait les concessions, puis là, on a créé les forêts domaniales. Les forêts domaniales, c'était des réserves de bois pour alimenter les besoins de l'industrie, mais dans laquelle la planification et la réalisation des travaux étaient réalisés par le gouvernement et non pas par l'industrie.
Puis ce nouveau mode de tenure a été peu utilisé, mais il y a eu des forêts domaniales au Lac-Édouard, en Mauricie notamment, puis à Kipawa, dans l'Outaouais. Ça a été assez limité dans l'espace, mais c'était un nouveau mode de tenure à cette époque-là, où c'était le gouvernement qui aménageait les forêts. C'était une expérience. Et puis, les concessions forestières demeuraient à cette époque-là le mode largement le plus répandu de tenure des forêts. Mais tu sais, on avait créé une première mode d'aménagement dans lequel c'était le gouvernement qui faisait ça. Donc, c'est le début de l'expression de la volonté du gouvernement d'aménager les forêts. En 1929, il y a eu la crise économique qui a eu beaucoup de conséquences. Les industries forestières qui s'étaient développées beaucoup au début du 20e siècle, là, ont frappé un mur. La consommation américaine s'est effondrée, donc toute la consommation de papier journal, puis ça a été très dur. Et plusieurs entreprises ont été acculées à la faillite. Puis le gouvernement a tenté de les encourager à hypothéquer leurs concessions pour lever du capital. Donc, ils ont dit, votre concession, là, ça a une valeur, allez à la banque, puis hypothéquez-la, puis lever du capital pour pouvoir continuer à opérer. Mais ça ne marchait pas parce qu'il n'y avait rien qui avait de la valeur à cette époque-là. Puis les banquiers de ce temps-là étaient comme les banquiers d'aujourd'hui. Quand il y avait l'impression que tu t'en allais en faillite, il n'y avait pas de tentation de te prêter de l'argent, ben. De plus en plus, les concessions, à partir de là, parce que ça n'allait pas bien, ont commencé à être renouvelées automatiquement, c'est-à-dire sans retourner en appel d'offres, à moins qu'il y ait eu des infractions majeures. Donc, là, le mécanisme d'appel d'offres pour octroyer les concessions a commencé à battre de l'aile, puis là, ils ont commencé à renouveler automatiquement les concessions sans retourner en appel d'offres. Puis, en 1931, le premier ministre Taschereau, de l'époque, qui est un libéral, a été à New York pour négocier avec la compagnie International Paper. Finalement, l'International Paper exigeait de lui qu'il baisse ses redevances pour pouvoir continuer à opérer parce qu'il disait, nous, les coûts sont trop élevés, on va mourir si vous ne baissez pas les redevances. Et Taschereau a cédé aux pressions de l'International Paper, mais ça a créé un mouvement politique assez fort. Ça a été le début de la fin du régime du premier ministre Taschereau. Ce pèlerinage-là à New York, ça a été perçu comme il a été à New York se mettre à genoux devant le grand capital américain. Ça a été très mal perçu dans la population, puis ça a été vraiment le début de la fin du règne du premier ministre Taschereau. Donc, les gens étaient... Bien sûr, il y avait une crise, puis ils voulaient vivre, puis ils voulaient manger, puis tout ça, mais ils étaient indignés, on pourrait dire aujourd'hui, du fait qu'on se mette à genoux devant un grand capital étranger et que nos ressources qui appartenaient à tout le monde soient bradées pour presque aucun bénéfice. Puis, donc, c'était un enjeu politique important. En 1934, l'Action libérale nationale a été créée, qui va devenir plus tard l'Union nationale. Puis le programme politique de l'Action libérale nationale était d'enlever le contrôle sur les ressources naturelles aux trusts financiers afin qu'elles deviennent la propriété de l'État. Je ne sais pas si c'est un discours qui vous dit quelque chose, là, mais en 1934, ce parti-là a été créé là-dessus, puis c'était vraiment le début de la fin, ça sentait la fin de règne du gouvernement Taschereau qui est tombé en 1936, puis en 1936, l'Union nationale de Maurice Duplessis a pris le pouvoir. Puis le programme de l'Union nationale, c'était vraiment de reprendre le pouvoir sur les ressources naturelles au Québec, redonner aux Québécois le contrôle sur leurs ressources. Sauf que par la suite, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Le gouvernement de Maurice Duplessis a rendu pratique courante le fait d'octroyer les concessions sans enchère publique, sans appel d'offres, à partir de 1937. Donc, il y a eu une poursuite d'une tendance qui s'était amorcée avant. Puis dans les années 50-60, c'était des années de boom économique de l'après la Deuxième Guerre mondiale. L'industrie s'est beaucoup développée. C'était une belle période où l'industrie était compétitive, etc. Il y a eu un développement important de l'industrie papetière qui était basé sur l'expansion du marché américain, qui était vraiment en pleine croissance. En 1959, Maurice Duplessis est mort. Je ne sais pas si vous vous souvenez aussi, il y avait donné des contrats d'exploitation du fer sur la Côte-Nord à 1 cent la tonne. Puis ça avait aussi suscité beaucoup de réactions à l'époque, un peu comme dans le temps de Taschereau quand il était allé à New York. Et dans les années 60-70, ça a été vraiment des années de forte contestation et la question de la gestion des intérêts
par des intérêts privés du bien public, puis des ressources naturelles étaient fortement remises en question. Et notamment, on a eu, à partir de 1960, le gouvernement libéral, la création de l'Hydro-Québec. La création de l'Hydro-Québec, c'était vraiment un événement qui s'est passé dans cette époque où les gens disaient il faut que les ressources publiques soient gérées de façon publique et créer une richesse pour le bien public. Et donc, l'Hydro-Québec, qui est une société de la Couronne, a été créée pour gérer l'hydroélectricité. Donc, avant l'Hydro-Québec, c'était des compagnies privées qui avaient des barrages puis qui géraient l'électricité. Puis là, l'Hydro-Québec est venu changer ça. Puis aujourd'hui, c'est un monopole de l'État qui gère l'approvisionnement d'électricité. Mais c'était pas perçu comme du socialisme à l'époque, parce qu'on n'était pas les seuls à faire ça. L'Ontario avait fait la même chose. Beaucoup d'États américains avaient fait la même chose. Tu sais, c'était pas exceptionnel que quand tu as un bien public comme ça, surtout une utilité, la fourniture d'électricité, que ça soit géré par le gouvernement. Donc, mais tu sais, c'était une époque où il y avait beaucoup de revendications pour dire, ben le bien public doit être géré de façon publique pour le bénéfice du grand nombre. Puis donc, suite à cette espèce d'esprit de reprise en main par l'État du contrôle des ressources naturelles, en 1972, gouvernement libéral, Kevin Drummond, le ministre de l'époque, a fait adopter un nouveau régime forestier. Et dans ce régime forestier-là, le gouvernement manifestait la volonté de récupérer au ministère des Terres et Forêts, à l'époque, la planification et la gestion forestière. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Avec comme objectif d'assurer la permanence d'une récolte de matières ligneuses à prix compétitif. Et on visait à ce que, d'ici 1982, toutes les concessions forestières soient révoquées et remplacées par des forêts domaniales. Vous vous rappelez, les concessions, c'était géré par l'industrie, les forêts domaniales gérées par l'État. Donc, la réforme de 1972 disait, on révoque toutes les concessions, puis c'est le gouvernement qui va gérer tout ça. Bon, ça a pris une couple d'années le mettre en place. On se rapproche là, du sujet d'aujourd'hui, la mise en place du nouveau régime forestier. Bien, en 1975, ça faisait 3 ans que le régime avait été adopté, mais là, on était vraiment dans le gros de la mise en place du nouveau régime forestier. Donc, à peu près comme cette année, on était là, en 1975. Et pour soutenir donc l'implantation de la nouvelle politique forestière, le gouvernement a créé le COGEF, le Comité de gestion forestière, qui était formé d'une équipe de fonctionnaires et d'experts conseils du secteur privé. Donc, c'était une société mixte, le COGEF. Et le COGEF a créé les 44 unités de gestion qu'on connaît aujourd'hui, regroupées dans des administrations régionales qu'on connaît aujourd'hui, du ministère des Terres et Forêts de l'époque. Et là, ils ont fait tout un exercice de prévision de la demande, essayer de comprendre les flux de bois entre les unités de gestion. Puis pour chaque unité de gestion, ils ont fait un plan d'aménagement, puis essayaient de balancer la production de bois et la demande provinciale dans toutes les usines de transformation. Puis l'idée de cette passe-là était de faire une première passe de planification, de faire des premiers plans d'aménagement forestier, et puis après ça, quand ça s'arrêtait en place, passer tout le système aux fonctionnaires du ministère des Terres et Forêts pour le gérer après. Ça, c'était le plan de match en 1975. En 1976, il y a eu l'élection du PQ, si vous vous souvenez. Puis, en 1977, le gouvernement de René Lévesque, là, c'était Yves Bérubé qui était ministre des Ressources naturelles, il s'est rendu compte, après 6 mois de vraiment mise en place du nouveau régime forestier, qu'il y avait une explosion des coûts de planification et d'aménagement. Notamment, les coûts de construction de chemin, en 3 mois, avaient été 10 fois plus grands que les coûts des années d'avant. En 3 mois, il avait dépensé 10 ans de budget antérieur. Fait que là, ils ont dit « ouais, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ça ». Puis c'était l'époque de la première crise pétrolière, ceux qui sont assez vieux s'en souviennent. Il y avait beaucoup d'inflation dans ce temps-là. On a connu de l'inflation à 14, 15, 16 %, puis des taux d'intérêt à 18, 20 %. C'était pas une époque le fun. Ralentissement de l'économie mondiale. Le gouvernement décide d'interrompre la réforme de 72, complètement. Puis là, on est tombé dans les limbes du régime forestier. De 77 à 86, là, on ne savait pas trop qu'est-ce qui allait se passer. T'sais, le gouvernement avait fait adopter une loi disant « c'est nous autres qui va faire ça, l'aménagement des forêts ». Puis là, en 77, il était une patte dans les airs, il dit « qu'est-ce qu'on fait à cette heure ». En 83, René Lévesque a lancé le programme de plantation de 300 millions d'arbres, un programme de création d'emplois, mais qui n'avait pas d'engagement à long terme. Donc, ce n'était pas tellement des objectifs sylvicoles que des objectifs de création d'emplois, mais quand même
en plantant 300 millions d'arbres. L'idée, c'était de faire de la sylviculture puis d'aménager les forêts. Mais tu sais, c'était pas très organisé quand même. Puis, en 84, le projet de révocation des concessions forestières est définitivement abandonné. En 86, les libéraux sont de retour au pouvoir. Puis là, c'est Albert Côté qui met en place le régime des CAF. Et donc, le régime des CAF, c'est une tentative de retour à l'octroi de garanties d'approvisionnement à l'industrie en échange d'un engagement à réaliser l'aménagement forestier sous la supervision du ministère des Forêts. C'est le seul temps dans notre histoire qu'on a eu un ministère des Forêts. Albert Côté avait fait créer un ministère des Forêts. C'était pas les terres et forêts, c'était pas les ressources naturelles, c'était juste les forêts. Et donc, là, ça a été la mise en place du régime qu'on connaît jusqu'à tout récemment. Puis là, le nouveau régime forestier a mis fin au régime des CAF. Mais les CAF, tu sais, c'est un mouvement de balancier. Les concessions forestières, les forêts domaniales, 72, l'État dit on va s'en occuper. Puis là, 77, ils disent ça coûte trop cher. Là, 86, on va essayer de trouver un entre-deux dans lequel c'est l'industrie qui va s'en occuper. Ça a duré un bon bout de temps. Je pense que le régime des CAF a donné des résultats intéressants, sauf que en 99, tout le monde a vu le film, j'imagine. On a eu l'erreur boréale. Et dans le film, il y avait deux critiques principales. La première était que, on coupait trop de bois par rapport à la vitesse de coupe, donc la possibilité de forestière n'était pas respectée ou excédée. Puis, la deuxième grande critique, c'était le fait qu'un détenteur d'intérêt privé gérait le bien public. Les compagnies forestières géraient le bien public. Et vous pouvez voir que c'est pas Richard Desjardins qui a inventé ça. Dans les années 20, c'était à l'ordre du jour. Dans les années 60, c'était à l'ordre du jour. Puis là, ça revient à l'ordre du jour. Puis tu sais, le mouvement là, des indignés, puis tout ça, c'est encore ça. Là. C'est ce sentiment-là qu'on a un bien public, puis comment on le gère? On peut-tu le gérer au bénéfice public? Puis comment on peut faire ça de façon efficace? Suite à l'erreur boréale, il y a eu tout un débat, puis en 2004, ils ont mis sur pied la commission Coulombe, qui a fait un grand bilan de l'aménagement forestier. En 2005, ils ont créé le bureau du forestier en chef, puis ils ont abaissé la possibilité forestière de 20 quelques %. Puis il y a eu le sommet sur les forêts, le livre vert de Claude Béchard. Puis en avril 2010, là, on arrive dans le régime forestier actuel dans lequel on est. Nathalie Normando a fait adopter la loi 57 à l'Assemblée nationale, loi sur l'aménagement durable du territoire forestier. Qu'est-ce qu'il y a dans ça? Bien, d'une part, on sépare, encore une fois, l'aménagement des forêts de l'approvisionnement des usines. On dit que ça va être deux choses différentes. Puis, on confie la responsabilité de la planification opérationnelle et tactique au MRNF. Comme un retour de balancier, là. Tu sais, si vous suivez l'histoire, là. Et on attribue des droits d'approvisionnement aux anciens détenteurs de CAF pour 75 % du bois, grosso modo, puis on crée un marché libre pour la vente de 25 % des bois. On confie aux commissions régionales des ressources naturelles et du territoire, qui relèvent des CRE, des conférences régionales des élus, la tâche de définir les orientations et les objectifs régionaux pour chaque forêt, unité de gestion ou région. Puis, on confie aux commissions régionales la responsabilité de définir le cadre de gestion intégrée des ressources dans chaque unité de gestion en créant une table de gestion intégrée des ressources et du territoire, les tables GIR. Puis, on consacre dans la loi le principe de l'aménagement écosystémique. On dit dorénavant, il faudra aménager les forêts pour avoir des systèmes de régénération le plus proche possible de ce que fait la nature. Puis, on affirme la volonté d'intensifier l'aménagement forestier, mais sans trop expliquer comment on va faire ça. La réaction à la mise en place du nouveau régime, bien, il y a plusieurs questions qui restent en suspens. Puis là, on est à la veille de la dernière année d'implantation. Ça va être l'an prochain que tout ça va être en place. Et suite à l'adoption de la loi, puis à la veille de son implantation, on ne peut que dire qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Moi, quand j'avais déposé le mémoire de la faculté de foresterie aux audiences à la commission parlementaire dans la foulée de l'adoption de la loi, mon mémoire s'intitulait « Y a-t-il un pilote dans l'avion? » Parce que ça me semblait que ce régime d'aménagement-là, dans lequel tu avais des fonctionnaires du ministère qui faisaient un premier plan, qui soumettaient ça à une table GIR, qui était discuté, qui revenait, qui devait être concilié. On devait concilier tous les détenteurs d'intérêts. Puis là, l'industrie devait mettre sa planification là-dedans. Tu sais, ça me semblait que il n'y avait pas de pilote dans ça. On ne voyait pas qui allait avoir la responsabilité puis l'autorité d'aménager la forêt. On peut dire une autre manière de dire ça,
c'est que ça ressemble à un cheval designé par un comité. Tu sais, il y a quelqu'un, il y a quelques années, qui a dit un chameau, dans le fond, c'est un cheval designé par un comité. Notre régime ressemble un peu à ça, à mon sens. Tu sais, on n'est pas sûr que ça ressemble à un cheval, mais tu sais, ça a toutes sortes de patentes. On n'est pas sûr que ça va marcher. Puis, dans la foulée de ça, je sais pas, le lendemain de l'adoption de la loi, je me souviens, Mme Normando était allée au Conseil du Trésor pour dire, bon, là, on a une nouvelle loi, on a des nouvelles responsabilités, on a de l'ouvrage. Il faudrait que j'engage à peu près 400 fonctionnaires, ingénieurs forestiers et autres. Puis là, le Conseil du Trésor, ils ont répondu, « Comprenez pas, Mme Normando, votre réforme, le but, c'est pas d'avoir plus de fonctionnaires, c'est d'en avoir moins. » Surprise. Puis, tu sais, la loi disait, c'est le gouvernement qui va faire l'aménagement, donc ça veut dire plus de responsabilités, ça prend du monde pour le faire. Mais le Conseil du Trésor, il dit, ben non, c'est pas ça qu'on attend. On veut que ça coûte moins cher au gouvernement, que ça soit efficace, que ça marche, mais qu'on veut pas que ça coûte plus cher. Fait que là, il y a eu comme une petite prise de conscience. Je pense qu'on n'a pas beaucoup entendu parler des médias, là, mais il y a une prise de conscience qu'il y avait quelque chose qu'il fallait trouver, une voie de passage. Puis là, les ministres ont commencé à parler, tu sais, qu'ils allaient travailler avec les partenaires, puis que l'industrie allait être impliquée, puis que tout le monde allait être impliqué, puis qu'on allait trouver une manière de faire ça ensemble. Mais tu sais, c'est un peu nébuleux comment ça va se passer. Fait que là, il y a des gens qui ont commencé à essayer de réfléchir à ça. Ça, c'est une image du cerveau de Luc Lebel. Je m'excuse de vous envoyer ça comme ça peut être épeurant. Mais Luc Lebel a commencé à réfléchir avec d'autres gens à l'université sur qu'est-ce que serait un fournisseur intégrateur dans l'industrie forestière. Puis dans ce petit dessin-là, bon, à gauche, on a toutes les patentes que la loi a créées, là, les tables de gire, puis les PAFI, puis les allers-retours de planification. En bas, on a tous les partenaires et les fournisseurs, dont vous, les entrepreneurs généraux, les entrepreneurs en opération forestière, en transport, les entrepreneurs en sylviculture, les coops, tout le monde est là, qui fournit des services d'aménagement puis qui font la job sur le terrain. Puis en haut, on a les bénéficiaires de contrats d'approvisionnement. Puis on a des acheteurs de bois, parce qu'on a créé un marché de bois. Fait que là, il y a du monde qui achète du bois qui ne sont pas nécessairement des transformateurs. Puis tout ça est supposé percoler dans des réseaux de distribution, puis vers les marchés, tout ça est supposé efficace, mais il n'y a personne qui a comme job de faire que ça marche finalement. Il n'y a personne au cœur du système qui a intérêt à ce que l'aménagement forestier fonctionne, puis crée de la richesse en tant qu'aménagement. Fait que là, Luc a commencé à dire, si on créait un nouveau acteur au centre qui serait un fournisseur intégrateur, qui ferait la planification opérationnelle, qui coordonnerait les opérations, mais dans le but, avec des objectifs de créer plus de richesse. C'est-à-dire que la forêt soit aménagée vraiment pour augmenter la possibilité forestière, augmenter la qualité de ce qu'on produit, tu sais, qu'on aménage des territoires. Dans le régime des CAF, on n'aménageait pas vraiment des territoires, on aménageait les responsabilités qu'on avait accrochées du fait qu'on avait un contrat d'approvisionnement. Tu sais, ce qui était octroyé, c'était pas un droit d'aménagement, c'était un droit d'approvisionnement associé de responsabilités d'aménagement qui devait respecter des normes. Mais il n'y avait pas d'objectif de faire une bonne job en forêt. Il y avait un objectif de s'approvisionner en forêt, puis de respecter certains engagements normatifs et légaux. Fait qu'il n'y avait pas d'incitatif à faire une bonne job à forêt, à aménager la forêt pour augmenter la qualité, la production, la valeur de ce qui sort de la forêt. Puis je vois M. Labbé là-bas qui me dit que dans sa Beauce natale, il aménage sa forêt, puis son but, c'est d'augmenter la valeur de ses produits, le volume, la qualité, puis d'augmenter ses revenus par le résultat de son aménagement. Mais dans notre système, il n'y a pas un acteur qui a intérêt à agir pour créer plus de valeur, créer plus de qualité, augmenter les revenus de la forêt. La forêt, c'est un pis-aller, ça sert à approvisionner des usines, puis comme s'il allait en avoir tout le temps. Mais c'est pas comme ça. Il faut s'en occuper de la forêt. Fait qu'il faut aménager des territoires. Fait que là, dans le schéma dans la tête de Luc, là, c'est plutôt un coordonnateur puis un optimiseur logistique qui permet de coordonner entre les décisions d'aménagement puis les opérations puis l'alimentation des usines puis différentes usines qui utilisent différents produits pour essayer d'optimiser ça, pour créer plus de valeur par une gestion plus intégrée d'un acteur qui a intérêt à bien faire.
chose sûre, il n'est pas le seul à réfléchir à comment ça pourrait se passer. Parce que je pense que le gouvernement aussi cherche des voies de passage. Mme Normando avait dit ça à un moment donné à un congrès il y a 1 an ou 2, qu'elle cherchait des voies de passage dans le régime forestier parce qu'elle voyait bien qu'elle ne pouvait pas engager les fonctionnaires qu'elle avait besoin pour livrer ce qui était écrit dans la loi, puis que par ailleurs, elle avait la responsabilité d'aménager les forêts. Fait qu'elle dit, il va falloir trouver des manières de faire ça, mais c'était comme flou. Puis on voit que M. Gignac, il est à peu près en même place en ce moment. Là, il a déposé le projet de loi 67 la semaine passée, la loi qui modifie la loi sur l'aménagement durable du territoire, puis la loi sur le ministère. Puis dans ce projet de loi, une des choses assez significatives, en tout cas, qui semble, même si c'est très flou, puis on ne voit pas exactement qu'est-ce qui va se passer là-dedans, mais on crée un nouveau détenteur de droit qui est le titulaire de permis pour la récolte de bois aux fins d'approvisionner une usine de transformation du bois. Ça, ce n'est pas un détenteur de droit d'approvisionnement, c'est un détenteur d'un permis de récolte pour les fins d'approvisionner des usines de transformation. C'est un nouvel acteur qui a été créé. Est-ce que ça, c'est l'acteur auquel pense Luc Lebel? Je ne sais pas. On ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça, mais c'est un nouvel acteur qui est créé pour jouer un rôle important dans l'aménagement des forêts. Et il va faire quoi exactement? Puis par rapport à vous, c'est qui? On ne sait pas. Puis aux autres acteurs, tu sais, c'est un nouvel acteur. Il faut poser les questions au ministre, là, quand vous allez le voir. Moi, au-delà de ce que Luc Lebel a dans son esprit, qui est plus en termes de logistique, moi, j'ai essayé de réfléchir de quoi pourraient être faites ces voies de passage-là, puis vers où on pourrait évoluer pour aménager les forêts, puis créer de la valeur par notre aménagement forestier. Puis, il me semble, à moi, bon, puis là, c'est très personnel ce que je vous dis, là, c'est pas la position officielle de personne, c'est juste ce que j'en pense, qu'on pourrait évoluer vers des sociétés d'aménagement forestier et fournisseurs intégrés de ressources forestières, des SAFIR, n'importe quoi, tu sais, ça faut bien donner un nom à ça, qui aurait comme mandat d'aménager les forêts, en fait, d'aménager des territoires. Ces sociétés-là se feraient octroyer des territoires, possiblement des unités d'aménagement forestier actuelles. Puis ces contrats-là d'aménagement devraient être longs, dans l'ordre de 25 ans, parce que l'aménagement des forêts, bien, ça prend du temps, puis pour voir les résultats, puis ça, faut poser des gestes qui sont des conséquences dans le temps. Fait que c'est des contrats assez longs, mais révocables sur révision régulière de la performance en regard des objectifs d'aménagement. Puis le mandat d'aménagement devrait être centré sur la création de richesses à partir des ressources forestières, sur la stabilité des communautés, puis le respect de certaines contraintes environnementales. Pour créer ces nouveaux joueurs-là, il faudrait respecter certains principes. Il faudrait sortir d'une part d'une gestion par des normes, puis par des grilles tarifaires, puis des choses comme ça, pour entrer dans une gestion par objectifs et résultats. On pose des gestes pour obtenir des résultats puis atteindre certains objectifs. On veut augmenter la possibilité forestière. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire ça? Ça, c'est l'objectif. Mettons qu'on veut doubler la valeur de ce qui sort de la forêt dans les prochains 20 ans. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Puis il y a une série de gestes, mais ce n'est pas des normes qui vont vous dire quoi faire, c'est la poursuite de l'objectif. Confier la planification de l'aménagement forestier à des entreprises privées ou mixtes, minimalement, mais pas à des fonctionnaires. Je ne pense pas que c'est le rôle des fonctionnaires de réfléchir dans ces termes-là. On parle de création de richesses. Il me semble qu'on est dans la logique d'entreprise. Donc, ça devrait être des entreprises. Puis l'octroi des mandats d'aménagement devrait se faire sur appel d'offres. Puis pour faire l'appel d'offres, ça prend un devis. Les devis d'aménagement à confier à ces sociétés devraient être définis par les directions régionales du MRNF, conjointement avec les CRI, les commissions régionales. Toute cette mécanique-là existe encore. Il y a encore un propriétaire qui dit ses intentions. Moi, je voudrais qu'on produise plus de bois de qualité. S'il y a des objectifs d'aménagement, ça, c'est le devis. C'est défini par le propriétaire, mais à partir du moment qu'il a défini ce devis-là, ça, c'est le minimum que l'entrepreneur qui applique pour avoir le droit d'aménagement doit rencontrer. Bien là, les sociétés se créent pour appliquer sur ces devis-là puis obtenir ces droits d'aménagement-là. Je pense que, considérant notre histoire forestière, on a vu là, les allers-retours, puis les trusts américains, puis tout le drame psychologique qu'il y a autour de ça, moi, ça me dit que ces sociétés d'aménagement-là ne pourraient pas être des entreprises de transformation. Mais par ailleurs, les entreprises de transformation ne pourraient pas être exclues de ce processus-là, parce que c'est comme fou. Tu sais, on aménage des forêts pour produire des produits forestiers, ils vont quelque part, mais il faut que les clients éventuels puissent interagir de façon très proche avec ça.
Mais si les entreprises de transformation pouvaient être ça, on reviendrait à la situation des concessions qui, on l'a vu dans notre histoire, est socialement inacceptable. Puis, tu sais, on va avoir une autre erreur boréale, on va avoir d'autres levées de boucliers. Il faut sortir de ça. Ça doit être des entreprises privées, mais ça ne peut pas être des entreprises de transformation. Fait qu'on commence à définir des personnages. Puis, je ne sais pas si vous vous sentez interpellé, mais c'est à partir d'entreprises existantes que ça va arriver, dont vous faites partie. Vous n'êtes pas les seuls, mais clairement, vous œuvrez dans le domaine forestier et de l'aménagement forestier. Ces entreprises-là, ou des consortiums, ça pourrait être des consortiums formés de plusieurs entreprises, devraient démontrer leur capacité à respecter le devis, c'est-à-dire capacité de planification forestière, capacité de gérer la certification forestière, parce que c'est dans la loi, il faut être certifié, capacité technique de production et d'intégration des réseaux d'affaires avec les clients, les fournisseurs, etc., puis tous les joueurs qui aménagent la forêt. Ça veut dire les gens qui font la récolte, la construction de chemins, la sylviculture, tous les joueurs qui touchent l'aménagement. Capacité en gestion intégrée des ressources. On ne gère pas juste un tas de bois, il y a du récréo-touristique, il y a de la chasse, il y a de la pêche, il y a d'autres affaires. Il faut être capable d'intégrer ça. Capacité de contribuer au développement des communautés, incluant les communautés autochtones. Ils ne vont pas disparaître, il va falloir réussir à les intégrer quelque part. Puis, capacité de gestion environnementale. Vous savez qu'il y a beaucoup de contraintes environnementales en forêt, mais il va falloir les respecter. Ils ne vont pas disparaître non plus. Parmi les principes à respecter pour que ça marche, il faut que la priorité sur la création de valeur ajoutée par la gestion intégrée des ressources soit pas une option, mais une condition essentielle au centre de ces organisations-là. Il faudra que ça vise la production de bois en quantité, en qualité, et en principe logistique, c'est-à-dire de livraison juste à temps. Quand les clients ont besoin de bois, dans la quantité, dans la qualité, puis au prix qu'ils ont besoin, il faut être capable de leur livrer ces choses-là. Comme toutes les relations clients-fournisseurs qu'il y a dans toutes les autres industries. Tu sais, Toyota, ils ont 15 fournisseurs, ils ne possèdent pas les aciéries, puis les fabricants de moteurs, puis les fabricants de tout. Ils s'approvisionnent, puis ils s'organisent pour avoir des relations avec leurs fournisseurs tellement étroites que ça fonctionne bien, puis qui ont des coûts compétitifs. Ils ont intérêt à avoir des coûts compétitifs, tout le monde ensemble, mais chacun a son métier. Ils ont des métiers différents. Là, on crée un métier d'un aménagiste. Et donc, production de bois, chasse, pêche, récréo-touristique, produits forestiers non ligneux, bleuets, etc. Ces sociétés devraient pouvoir bénéficier d'une diversité de revenus. Le revenu sur la vente de bois, 100% en marché libre. Je pense qu'on s'en va vers un marché libre de vente de bois. La fin des garanties d'approvisionnement. Je pense que c'est inévitable. Je vais dire quelques mots à propos de ça, parce que c'est un sujet hautement controversé, mais je pense qu'il y a 3 bonnes raisons pour lesquelles c'est inévitable, puis on va devoir aller à ça. La première, c'est que pour les entreprises forestières, qui sont des bénéficiaires de garanties d'approvisionnement, c'est dur de croire qu'ils croient au principe du marché libre quand il s'agit d'accéder au marché américain du bois d'œuvre, mais ils n'y croient plus quand il s'agit de s'approvisionner en amont. Tu sais, le marché libre, là, ça marche en aval, ça marche en amont. Pour moi, c'est un principe. On devrait être capable de vivre dans un marché. Deuxième chose, c'est que des garanties d'approvisionnement, je pense que ça a marché pendant longtemps, puis les compagnies ont été capables de se financer, puis de se construire, puis de se développer à partir de garanties d'approvisionnement. Ça a été utile, mais depuis 15-20 ans, là, on peut tous s'entendre que ces garanties-là, il n'y a plus grand-chose de garantie dedans. Tu sais, quand la possibilité forestière a baissé de 23 %, puis que là, le forestier en chef a l'air de nous envoyer possiblement d'autres baisses de possibilités, qu'est-ce que ça vaut une garantie d'approvisionnement quand il n'y a plus de garantie dedans? Quand il arrête de diminuer puis de s'étioler. Puis pourquoi il diminue tout le temps? C'est parce que ce système-là de garantie d'approvisionnement n'a pas permis de mettre en place un régime d'aménagement forestier qui permet d'augmenter les volumes et la qualité des bois. Tu sais, juste un système d'approvisionnement, quand tu ne gères pas l'offre, à un moment donné, quand tu fais ça à très long terme, tout ce que ça fait, c'est que tu récoltes ton bois de plus en plus loin, puis il est de plus en plus petit. Regardez la distance moyenne de transport forêt-usine depuis 60 ans, elle suit une courbe comme ça, linéaire. La distance de transport est de plus en plus grande. C'est normal. On gère l'approvisionnement, on se fait donner un approvisionnement, on prend toujours le plus proche, qui coûte le moins, c'est dans l'ordre des choses. Puis avec le temps, on s'en va de plus en plus loin. On commence toujours par prendre le plus beau bois, parce que c'est plus facile et le plus payant, mais avec le temps, on se ramasse dans du plus petit bois. Regardez le décimètre cube par tige au Québec dans notre récolte. Depuis 50 ans, il suit cette courbe-là.
le diamètre par tige n'a pas cessé de diminuer depuis 50 ans. Résultat de ça, le bois est cher. Il est de plus en plus cher. Donc, ce régime-là de garantie d'approvisionnement, ça c'est mon dernier argument, n'est pas le système qui sert le mieux l'industrie de transformation. La tendance à long terme de ça, c'est du bois de plus en plus loin, de plus en plus petit, de plus en plus cher. Faut qu'il y ait un acteur dans le système dont la responsabilité est de produire du bois de qualité, en volume, du gros bois, du beau bois. Quand on aménage une forêt, c'est possible de le faire. C'est ce que M. Labbé fait. La forêt Montmorency, qui appartient à l'Université Laval, qui est gérée en régie comme un territoire depuis 45 ans, on a doublé la possibilité forestière. Pas parce qu'on est des magiciens ou des extraterrestres, c'est juste parce qu'on a un territoire, puis on l'aménage, puis on s'en occupe, puis on y retourne, puis on fait des interventions. Puis notre possibilité, notre qualité augmente. Comment ça se fait? Bien, c'est juste parce qu'il y a une autorité d'aménagement qui gère le territoire pour produire du bois, puis de la qualité. Puis qu'à long terme, c'est dans l'intérêt de l'industrie d'avoir cet acteur-là, aménagiste, qui va lui permettre à long terme d'augmenter ses approvisionnements et sa qualité et d'être plus compétitive. Parce que quand elle va pouvoir avoir du bois plus gros, plus beau, elle va être plus compétitive. Quand elle opère dans du bois gros de même, c'est dur d'être compétitif dans les scieries, on s'entend. On est les champions du monde du petit bois, on s'entend là-dessus, mais c'est un peu par dépit, tu sais, c'est parce qu'on n'a pas le choix. Mais si on s'occupe de notre forêt, puis qu'on l'aménage, puis qu'on produit du plus beau bois, plus gros, bien, nos entreprises de transformation aussi vont être plus rentables à terme. Donc, pour moi, il faut créer cet acteur-là dont le rôle est d'aménager le territoire. Outre la vente de bois, puis donc l'abandon des garanties d'approvisionnement, puis la création d'un marché, parce que l'avantage de créer un marché, c'est que ces entreprises-là vont vendre du bois, ils vont avoir des revenus. Ils n'auront pas juste des dépenses. Vous avez juste des coûts. Vous avez une grille tarifaire. Vous n'avez pas de revenus. Tu sais, vos revenus, c'est le résultat de la grille. Mais là, on crée une entreprise qui a un produit à vendre. Si elle fait une bonne job, son produit est plus beau, plus gros, il se vend plus cher, elle fait plus d'argent. Vous n'êtes pas dans cette logique-là. Vous avez la grille. C'est la grille tout le temps. C'est tant du mètre cube, that's it, that's all. Il n'y a pas de plus beau produit, moins beau produit, c'est tout le temps la grille. Mais dans ce système-là, on produit du bois. Si vous faites une bonne job, votre bois est plus beau, il se vend plus cher, vous faites plus d'argent. C'est un système différent. Donc, pour moi, ça permet de générer une diversité de revenus. Pas seulement de bois, mais aussi d'activités récréotouristiques. À Forêt Montmorency, j'ai dit qu'on a doublé la possibilité forestière. On n'a pas juste fait ça. On a une business récréotouristique qui génère 1,6 million de dollars par année de ski de fond, de randonnée, de toutes sortes d'affaires, de pêche, de bon. Puis c'est intégré à nos opérations forestières. On vend du bois, on coupe du bois, on vend du bois, on génère des revenus, mais on génère plus de revenus récréotouristiques que de bois, honnêtement. Mais tu sais, c'est un peu particulier, on est proche de Québec, ça ne sera pas ça pour tout le monde, mais reste qu'une autorité d'aménagement qui gère une forêt, qui vend du bois, peut aussi organiser la chasse, la pêche, le ski de fond, puis la randonnée, puis un paquet d'autres affaires, qui génèrent des revenus aussi. Puis les services environnementaux, la société exige qu'on respecte l'environnement, qu'on protège l'environnement, bien ça a une valeur. Et à mon sens, la société devrait rétribuer ces producteurs-là pour leur production de produits environnementaux, notamment des stocks de carbone. Si vos forêts poussent plus vite, ils fixent plus de carbone, on va créer l'an prochain, cette année, une bourse du carbone. Bien, le carbone, ça vaut quelque chose. C'est un service environnemental. Si vous en produisez plus de carbone, parce que vous en fixez plus, vos forêts poussent plus vite, ils fixent plus de carbone, bien, vous allez avoir des revenus de carbone. Ça, c'est des revenus de services environnementaux. Fait que de quoi je parle? Puis la gestion de l'eau. Dans la région de Québec, l'eau, elle vient pas juste du fleuve, puis tu sais, le lac Saint-Charles, ça, c'est le résultat du grand bassin de la rivière Montmorency, la rivière Noire, puis etc. C'est quand on aménage la forêt, on gère le bassin d'alimentation en eau de Québec. Savez-vous que dans la ville de New York, il y a une grande forêt qui est pas très loin de la ville de New York, qui est un grand bassin hydrographique qui est géré pour production prioritaire d'eau pour la ville de New York. On produit aussi du bois, puis de la chasse, puis de la pêche, puis du ski de fond. Mais la première production de cette forêt-là, c'est l'eau pour la ville de New York. Donc, il y a toutes sortes de services qu'on peut produire à partir d'une forêt qui peuvent être monnayés. Ce que je suis en train de dire, c'est que cette forme d'aménagement-là devrait permettre de produire un panier de produits, une diversité de revenus, puis d'optimiser tout ça. Tu sais, des années, le bois est moins cher, mais peut-être que le ski de fond est meilleur, ou peut-être que, tu sais, entre le carbone, tu sais, tu dis, je peux pas couper cette année, mais je fixe plus de carbone, je vais vendre plus de crédits de carbone. Tu sais, tu as
des options. Tu n'es pas pogné juste avec la grille, avec juste une option. Tu as une diversité de revenus. Le fait que tu as une diversité de revenus puis que tu as des sources de financement, ça permet de financer ces entreprises-là. Le financement va venir de mise de fonds des propriétaires des entreprises, de contribution de l'État à l'aménagement des forêts. L'État contribue à l'aménagement des forêts actuellement, devrait continuer de le faire jusqu'à un certain point. Donc, notre but, c'est pas que ça lui coûte plus cher, mais qu'ils continuent de faire la contribution qu'ils font actuellement. Donc, il y a une contribution dans les revenus de l'État à ce qu'ils sont prêts à mettre pour l'aménagement. Puis, si le modèle tient la route, puis que l'entreprise fait de l'argent, bien, on peut lever des fonds par d'autres sources, par des fonds de capital, des fonds de pension, par des emprunts. Si on génère plus de revenus qu'on a de dépenses, on peut investir, puis grandir. Donc, on peut se financer. Pour que ça fonctionne, il est absolument essentiel d'avoir un modèle d'affaires puis une économique qui tient la route. C'est évident. Puis ça va demander beaucoup d'innovation en affaires, des types d'associations qu'on n'a pas connues dans le passé, des nouveaux savoir-faire, des nouvelles formes de relations avec la société. Les entreprises, les entrepreneurs forestiers, les coops, les entreprises sylvicoles, les opérateurs du domaine récréo-touristique, de la chasse, de la pêche, les communautés autochtones devront être en mesure de collaborer pour créer ces sociétés. En tout cas, il va y avoir différents types d'entreprises qui vont s'associer dans ces consortiums-là pour être capables de livrer tout ce que ces entreprises-là doivent faire. Il va y avoir encore des intégrateurs, des sous-traitants, mais plusieurs sous-traitants peuvent s'associer pour devenir un intégrateur aussi. Donc, il va y avoir toutes sortes de formes d'organisation, de modèles d'affaires. Bonne nouvelle, le MRNF a l'air ouvert à l'idée d'explorer des voies de passage. Je pense que ça, c'en est une, mais ça demande des changements par rapport au régime actuel. Qu'est-ce qu'on veut? C'est pas un cheval designé par un comité, c'est un cheval de course qui est capable de gagner des courses. Actuellement, c'est pas ça qu'on a. C'est ça, c'est vers là qu'on veut aller. Pour ceux qui croyaient qu'on était arrivé à destination parce que cette année, ça va être l'année de l'implantation du régime forestier, je pense qu'il faut s'enlever ça de l'idée. C'est juste une étape, c'est juste une année. On ne sera pas arrivé, on n'est jamais arrivé, puis on n'est pas prêt d'arriver. Paul Samuelson, c'est un grand économiste des années 70 qui a écrit plein de livres à l'économie. Il dit il faut s'enlever ça de la tête qu'à un moment donné, on va être arrivé. Ça n'arrivera pas. Puis hier, j'étais assis à côté d'Isabelle qui disait que son grand-père disait « Il n'y a pas de pouvoir sans le contrôle du territoire ». Moi, je pense qu'on ne peut pas produire de la richesse à partir de notre forêt tant qu'on n'aménagera pas le territoire en tant que territoire. Ceci est la fin de ma présentation. On a du temps pour des questions puis des commentaires. Puis si vous voulez me garrocher des roches, vous pouvez aussi. Merci. Votre modèle de tantôt, quand vous parliez, il ne faudrait pas que ça serait géré par des compagnies indépendantes. Il ne faudrait pas que ça toucherait. Ça ne veut pas dire que la compagnie, elle ne peut pas se former une autre compagnie pour gérer. Il y a deux, trois compagnies qui peuvent gérer ça. Oui. Il reste encore un petit peu en contrôle. Oui. Moi, je pense qu'il va y avoir bien des formules là-dedans, tu sais. Mais l'idée de remonter à 1849, c'était pas pour rien. C'était pour vous montrer que quand même, il y a certaines constances dans notre histoire que quand on confie la gestion de nos ressources à des entreprises étrangères, ça reste dans le gorgoton de la population, ça passe pas. Si on revient à un système qui revient à ça, ça va amener une autre erreur boréale puis d'autres réactions. Si c'est des entreprises plus locales où les gens vivent proches de l'endroit où ça se passe, les gens sont beaucoup plus prêts à admettre bien des choses. C'est quand les propriétaires d'entreprises vivent dans la même communauté que ceux qui vivent la situation économique, bien, les gens sont prêts à accepter pas mal plus de choses. Mais quand c'est une société de capital de risque à New York qui fait comme ce que fait Air Canada Entreprise ces temps-ci, bien, ça passe pas. Les gens ne le prennent pas parce qu'on parle d'un bien public. C'est ça qui est la différence avec d'autres sortes d'entreprises. C'est un bien public qui appartient au public. Puis quand on a pris des modes de tenure qui impliquaient de remettre la gestion de ça à des entreprises privées, mais à des entreprises privées étrangères, mais là, les gens disent, ça sert à quoi d'avoir ce bien-là? Fait qu'enlevons-le ça, puis les gens aiment mieux rien faire avec que de le donner à un autre. Fait que, tu sais, ça, c'est une constante. Fait que, oui, il va y avoir des formules qu'il va falloir trouver, puis il va y avoir toutes sortes de possibilités, de toutes sortes d'arrangements, mais à la fin, les gens sont pas caves, puis ils vont voir c'est quoi le deal final, puis s'ils trouvent que ça a de l'allure, ils vont vivre avec, puis s'ils trouvent que ça n'a pas d'allure, il va y avoir d'autres erreurs boréales, d'autres indignés, puis d'autres mondes dans la rue. Tu sais, c'est aussi simple que ça. Mais c'est sûr qu'il va y avoir toutes sortes de formules. Mais pour moi, c'est évident que ça ne peut pas marcher autrement que dans une logique économique de secteur privé aussi.
sais, on est pris entre ces deux choses-là. Et il faut trouver une solution qui est acceptable pour tout le monde, puis qui crée de la richesse. Moi, juste en complément, ça me fait beaucoup penser au concept de gestion de forêt de proximité, ça de quoi vous parlez en fait, parce qu'il y a plusieurs acteurs impliqués dans ce concept-là. Donc, à quelque part, ça ressemble un peu à ça. Peut-être, mais pas vraiment. Les forêts de proximité, la manière que c'est défini, on remet à des municipalités. Tu sais, on remet à un joueur du secteur public, mais d'une autre nature que le ministère des Ressources naturelles et de la faune. C'est des municipalités. Je dis pas que les municipalités sont incompétentes de façon absolue pour faire ça. Peut-être qu'il y en a qui peuvent le faire, mais c'est pas vraiment la nature d'une municipalité de gérer une forêt. Tu sais, les municipalités, ça ramasse des taxes, ça passe la gratte l'hiver, ça s'assure que les égouts marchent, que l'eau est potable, et tu sais, c'est le genre de choses que fait une municipalité. Gérer une forêt, c'est d'autres choses. Et les forêts de proximité, ils sont vraiment dans un contexte périmunicipal, avec des responsabilités à des élus locaux qui créent une société d'élus locaux, mais c'est un autre genre de logique. Ça se peut qu'il y ait de la place pour un certain nombre de ça. Je sais qu'on parlait hier aussi de production d'énergie. Puis il y a certaines municipalités comme Amqui ou Rivière-du-Loup qui ont créé des sociétés où il y a des bouilloires puis des chaufferies collectives où ils alimentent des bâtisses institutionnelles ou industrielles, puis avec de la biomasse, fait qu'ils deviennent des opérateurs, ils coordonnent la récolte, puis de biomasse, etc., puis des choses comme ça. Mais ça reste très proche de leur opération qui est de fournir du chauffage à l'hôtel de ville, à l'école, à l'hôpital, etc. Tu sais, on reste dans le monde municipal. Mais au-delà de ça, vraiment gérer une forêt, là, tu sais, c'est que l'acteur me semble pas nécessairement le bon dans l'idée des forêts de proximité. Là, c'est la municipalité qui est mandatée pour faire ça. Je suis pas sûr que c'est le bon acteur pour ça. Mais peut-être qu'il y a un rôle pour une certaine quantité de ça. Je voulais savoir, ce que vous donniez comme exemple, là, est-ce qu'il y a un pays qui se rapprocherait un peu de ce que vous pensez, qu'ils font présentement, mettons? Pas vraiment. Puis la raison, c'est que il n'y a pas tellement de pays qui ont les mêmes caractéristiques de propriété forestière que nous. Les seuls autres pays qui ont des caractéristiques comme nous de propriété forestière, c'est la Russie, la Lettonie, l'Estonie, la Lituanie, tu sais, où ce que la forêt appartient à l'État. Et puis, tu sais, si tu vas aux États-Unis, la forêt appartient à des particuliers. Si tu vas en Suède, la forêt appartient beaucoup à des particuliers aussi. Une partie à l'État, mais beaucoup à des particuliers. Des juridictions forestières qui sont des producteurs forestiers significatifs dans le monde où la forêt est publique, à part nous, il n'y en a pas tant que ça. Puis c'est ça qui fait que c'est difficile. Il faut penser à un modèle qui correspond à nos caractéristiques. Puis l'idée, moi, j'ai longtemps, je me suis dit, ben la solution, c'est de vendre nos forêts, tu sais, vendons-les. Puis là, ils vont devenir privés, puis on va pouvoir les gérer de façon privée avec une logique économique. Mais essayez d'amener ça dans la place publique, l'idée de vendre les forêts publiques du Québec. Vous allez voir que vous n'irez pas très loin. Moi, je me suis fait garrocher des roches à chaque fois. Peut-être que c'est possible d'y penser. Moi, à un moment donné, j'ai suggéré seulement de doubler la superficie des forêts privées au Québec, c'est-à-dire de vendre. Les Suédois ont fait ça jusqu'à un certain point. Ils ont privatisé une partie de leurs forêts publiques, mais pas en totalité, puis avec certaines règles d'encadrement très précises. Notamment, ils disaient aucun propriétaire ne peut posséder plus que, mettons, 20 000 hectares pour éviter la grande concentration. Mettons que Stora Enso achète tout le pays, tu sais. Et pour éviter des choses comme ça. Donc, ils ont mis des balises, puis ils ont dit il faut que les propriétaires soient des individus et non pas des corporations. Quand c'est une corporation, on ne peut pas détenir plus que de temps. Avec des balises assez précises, puis ils ont effectivement privatisé. Puis au Québec, la forêt privée, c'est à peu près 10 % du territoire, mais ça produit à peu près 20 % du bois. Puis les gens en forêt privée, bien c'est sûr, ils sont plus dans le sud, ils sont dans des forêts plus productives, donc c'est normal, mais les gens en forêt privée ont plus investi en aménagement aussi, puis leurs forêts sont plus productives du fait qu'ils ont plus investi en aménagement, jusqu'à un certain point. Et donc, moi, je disais, si on doublait la superficie des forêts privées, donc on vendait un certain nombre de forêts publiques actuelles, pour que la proportion passe, mettons, de 10 à 20 %, et qu'on concentre tous nos efforts d'aménagement forestier dans ces forêts-là, on pourrait assez facilement doubler la productivité de ces forêts-là. Et donc, la forêt privée, plutôt qu'alimenter 20 %, pourrait alimenter 80 % de nos besoins. Là, ça change tout notre régime forestier, tout notre système. Mais tu sais, ça veut dire qu'on ferait de la foresterie intensive seulement sur 20 % du territoire. Fait que tout le régime forestier qu'on connaît dans la forêt publique, là, ça disparaîtrait. En tout cas, ça deviendrait très, très petit.
Ce serait complètement un autre monde, OK? Peut-être que c'est une autre forme de solution, mais chaque fois que j'ai évoqué l'idée de vendre la forêt publique, j'ai jamais senti qu'il y avait dans la population au Québec quelconque intérêt pour ça, ou acceptation de ça. J'ai pas l'impression que c'est faisable. Ouais. Moi, ce que tu viens de dire, je trouve que ça, c'est une bonne idée dans le sens que les personnes qui ont des terrains qui leur appartiennent, c'est pas un jardin que t'as à la maison, là. C'est passionnant de l'améliorer puis d'en prendre plus. Mais là, ce qui se présente là, cette gestion-là, elle nous appartient pas. C'est vrai. À cette heure de faire une culture qui va rapporter peut-être 20%, 30% de plus, où est-ce qu'on va le prendre, la méthode, puis le but de ça, puis elle va-tu te servir un jour? Il n'y a pas de question à ça, là. Ben moi, je pense que c'est les revenus de la vente des produits qui vont être les revenus de l'entreprise, puis la valeur, le fonds de commerce de cette entreprise-là. Tu sais, c'est ce qu'ils vont vendre. Fait que c'est leur capacité à développer des produits innovateurs à plus haute valeur qui va augmenter la valeur de la compagnie. Je pense qu'on peut avoir des rendements intéressants, mais vous avez absolument raison, on n'a pas le fond de terrain. C'est ça. Ouais. OK, oui, ça va rapporter, mais regarde, aujourd'hui, la loi est changée. Mettons que tu aurais fait de la plantation, tu aurais fait de l'innovation. À matin, tu viens de passer au côté, là. Absolument. Je pense que si on s'engage dans des formes d'organisation comme ça, il faudrait prévoir des garanties légales pour les entreprises qui s'engagent là-dedans. Ouais, ça bien. Avec des possibilités de dédommagement si jamais la loi change. D'accord. Puis ça se fait dans des contrats. Ça se met dans des contrats. Si on ne le prévoit pas, on peut se faire laver. Si on le prévoit, bien, c'est une protection. Mais ça serait une chose à prévoir, effectivement. Alors, au moins une période, Parce que ça s'est vu dans d'autres pays. La Nouvelle-Zélande avait beaucoup de forêts publiques qui ont privatisé à un moment donné, puis ils ont changé les règles de privatisation. Puis, en tout cas, il y avait vendu des forêts publiques à des entreprises étrangères, pour la plupart, chinoises, américaines, etc. Puis là, à un moment donné, les Maoris, qui sont leurs autochtones, ont dit « Non, ça nous appartenait, cette forêt-là, vous n'avez pas le droit de la vendre. » Puis là, après, ils sont arrivés en disant « Ben là, il faut que les entreprises qui ont acheté les forêts fassent un deal avec les Maoris. » Puis là, ça a été un peu surprenant pour les entreprises qui avaient acheté ça. Mais ils ont réussi à faire des deals avec les Maoris, puis ils ont créé des entreprises avec les Maoris, puis aujourd'hui, ces régimes-là fonctionnent bien. Puis il y a des compagnies chinoises, américaines et autres, australiennes, qui opèrent en Nouvelle-Zélande, associées avec les Maoris. Mais quand les règles ont changé, tu sais, le gouvernement a dû dédommager les entreprises parce que là, les règles du contrat étaient changées. Fait qu'ils ont dû faire des dédommagements. Mais il faut les prévoir dans le contrat. Au Nouveau-Brunswick, c'est J.D. Irving qui est propriétaire des terrains privés. Si vous allez vous promener au Nouveau-Brunswick, il y a des barrières partout, puis il n'y a plus personne qui a le droit d'entrer ces concessions, puis ils n'ont pas le droit de se promener ces terres. Oui. Ça fait que les 3/4 du Nouveau-Brunswick appartiennent à J.D. Irving. Oui. Ça fait que je ne vois pas l'avantage qu'on aurait à se priver de nos lacs puis de nos rivières parce qu'on n'aurait pas le droit. Puis en plus, en étant propriétaire foncier du terrain, il peut faire des clubs privés, il peut faire n'importe quoi. Tandis que là, nous autres, on a aboli ça au Québec, puis on a le droit d'aller sur nos territoires. Oui. Le CEPAC est là pour ça. Oui. Quand j'ai expliqué comment les Suédois ont privatisé des forêts publiques, les Suédois ont fait deux choses pour prévenir le J.D. Irvingisation de la Suède. Ils ont interdit à une compagnie de posséder plus qu'un certain territoire. Donc, au Nouveau-Brunswick, Irving, il possède la moitié du Nouveau-Brunswick, l'autre moitié, c'est McCain qui l'a. Et aussi, en Suède, ils ont interdit d'interdire l'accès aux forêts. L'accès aux forêts est public pour tout le monde, même quand la forêt est privée. Tout le monde a le droit d'aller collecter des champignons, aller pêcher, aller dans la forêt. Le droit d'accès à la forêt est garanti par la loi suédoise. Mais tu sais, je dis pas que c'est ça la solution. Là. J'ai juste décrit que monsieur me demandait s'il y avait d'autres options que ça. J'ai dit oui, ça existe. Les Suédois ont fait ça. Mais pour moi, Irving, j'ai pas envie de vivre au Nouveau-Brunswick non plus. Puis Irving, tu sais, ce que vous décrivez est vrai, puis est absolument non désirable. Par ailleurs, Irving a augmenté beaucoup la possibilité forestière du Nouveau-Brunswick par ses interventions d'aménagement. Les forêts, étant donné qu'ils leur appartiennent, bien, ils les aménagent,
Puis aujourd'hui, Irving, en tout cas dans très peu de temps, vont s'approvisionner à 100% dans leur forêt à eux, puis ils vont pouvoir augmenter leur production à partir de bois de qualité qu'ils produisent eux-mêmes dans leur aménagement forestier. Donc, ils ont réussi tout de même à atteindre des objectifs de production, mais les inconvénients que vous décrivez, pour moi, ne sont pas acceptables également. Donc, c'est pas vraiment une voie. Parce que nous autres, si on voit ici au Québec, côté de la Tuque puis le Lac-Saint-Jean, on sait qui c'est que c'est propriétaire. Fait que il y a bien des gens qui seraient privés de ce coin-là. Oui. Bien, quand on a créé les ZEC, c'était pour redonner accès aux Québécois à la villégiature en forêt. T'sais, on a déclubé, puis on a créé les ZEC, c'était pour redonner un accès à tout le monde. Oui. Il y a eu des expériences qui ont été faites au Québec, les métairies, les forêts modèles, puis en lien peut-être aussi avec la forêt Montmorency. Donc, l'expérience de l'aménagement intensif et intégré multiressources a été faite. Donc, pouvez-vous nous parler un peu des résultats de ces différentes expériences-là? À la forêt Montmorency, j'en ai parlé un petit peu. Là, je pense qu'on a augmenté la production de bois de qualité puis la possibilité forestière, on l'a doublé. Puis, on a une exploitation intégrée des ressources, dans le sens qu'on a un secteur écrio-touristique qui génère des revenus, puis qui fait qu'au total, on a une économique avec laquelle on peut s'en sortir. C'est pas facile, c'est pas le paradis sur la terre, là, mais quand même, on a une économique qui fonctionne pour nous. Les métairies puis les forêts modèles, en tout cas, je suis pas un expert de ces expériences-là. Je sais que ça a été beaucoup étudié. Je sais que mon collègue Luc Boutillier, en politique forestière, il a étudié en détail toutes ces expériences-là. Je pense pas qu'on n'a jamais eu d'expérience très concluante dans ce sens-là. Le problème, c'était pas juste un problème d'intensification de l'aménagement, c'est un problème de tenure, de mode de tenure, de qui est responsable, de comment c'est organisé la responsabilité. Puis les métayers, je pense pas qu'il y avait un objectif d'être une entreprise à but lucratif. Tu sais, ça a été créé un peu comme une expérience du gouvernement fédéral, puis c'était très encadré. Tu sais, les fonctionnaires les visitaient tous les 6 mois pour voir comment ça allait, mais c'était pas vraiment des entreprises autonomes qui fonctionnaient par leurs propres moyens. C'était comme une expérience. Je pense pas que ça a été très concluant. Mais je suis pas un expert de ça. Il y a des gens qui connaissent ça beaucoup mieux que moi. Je pense que le DG du RESAM, Marc, a déjà été responsable d'une de ces forêts-là. Puis il a étudié ce système-là en détail. Puis je pense qu'à son congrès annuel, il va en parler au lac à l'eau claire prochainement, ce que j'ai vu. Lui, c'est vraiment un expert de ces expériences-là. Puis, mais tu sais, le bilan qu'on fait des expériences qui ont été faites à date est pas très extraordinaire parce que ça changeait pas le mode de tenure comme tel. Puis la nature économique des entreprises qui faisaient l'aménagement. Tu sais, c'était des entreprises, c'était pas vraiment des entreprises, c'était des organismes sans but lucratif, très contrôlés, très encadrés. Il n'y avait pas une logique d'entreprise derrière. Malheureusement, on va devoir s'arrêter là, parce qu'il est déjà 1h moins 10 et quelques minutes même. Alors, merci beaucoup, M. Beauregard, de votre conférence. C'est moi qui vous remercie. Ce dont je vous ai parlé, je pense pas... Merci. Alors, vous allez être obligé de prendre des applaudissements, là. C'est bien correct. Ce que je vous ai présenté, je pense pas que ça va arriver l'an prochain. C'est une perspective vers laquelle on pourrait évoluer dans les 5 à 10 prochaines années, puis peut-être qu'un jour, on va arriver à quelque chose qui va avoir plus de sens, puis peut-être qu'il y a quelques idées dans ça qui pourraient être utiles pour cette évolution-là. Mais je pense pas que c'est ça qui va se produire, surtout pas à court terme. Parce que là, l'an prochain, ça va être la fin de l'implantation du régime forestier. Le temps qu'on puisse faire le constat collectivement que ça marche ou que ça marche pas, ça va prendre un autre 3, 4, 5 ans. Fait que, tu sais, c'est ça va prendre du temps. C'est pour ça qu'il faut jamais penser qu'on est rendu. Il faut avoir une vision, puis il faut travailler dans le sens de cette vision-là. Merci beaucoup.